Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, eh ben... j'aplanis une motte. Ah. Il a plané une motte. Le 21 septembre 1975 est diffusé sur la chaîne CBS un documentaire nommé The Boys from Termite Terrace, racontant les origines du studio d'animation de la Warner Bros, relançant l'intérêt pour les dessins animés des années 30-60 de la Warner. Puis en 1976, Chuck Jones, réalisateur de l'époque, qui avait mis fin à son contrat avec le studio au début des années 60, fonde son propre studio d'animation. L'année suivante, le dessin animé Duck Dodgers in the 24th and a Half Century, réalisé en 1953, est diffusé en première partie des séances de la Guerre des Étoiles. En 1979, Chuck Jones réalise The Bugs Bunny Roadrunner Movie pour le cinéma. La même année, il co-réalise avec Friz Freleng, également un réalisateur de l'époque, le Bugs Bunny's Looney Christmas Tales pour la télévision. En 1980, la Warner Bros rouvre son département d'animation. De nouveaux courts-métrages pas terribles arrivent au cinéma, tels que notamment Quackbuster en 1987 avec Daffy Duck, tandis que les personnages retrouvent un succès dans de nombreuses publicités à la télévision. En 1988, Bugs Bunny rencontre Mickey Mouse, tandis que Daffy Duck joue du piano avec Donald dans le Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Et en 1990, c'est l'extase. Afin de profiter du 50e anniversaire de Bugs Bunny, la Warner Bros lance une salve de projets. Un nouveau court animé avec Box Office Bunny, Joe Dante fait appel à Chuck Jones pour animer et réaliser son ouverture de Gremlins 2, et un nouveau département d'animation pour la télévision, en partenariat avec Steven Spielberg, ouvre ses portes afin de produire les Teeny Toons, une nouvelle série animée célébrant l'anniversaire. Et alors que Joe Dante voulait profiter du nouveau regain de popularité du studio pour réaliser un film sur l'histoire de la Termite Terrace, c'est-à-dire le lieu où furent produits tous les cartoons de la Warner durant l'âge d'or, une publicité sortie en 1992 mettant en scène Bugs Bunny et Michael Jordan pour la promo des Air Jordan fait un carton, annulant tout espoir de Joe Dante pour porter son histoire à l'écran. Et après l'immense succès d'un nouveau spot en 1993 racontant comment Michael et Bugs déjouent une invasion extraterrestre, David Falk, alors agent de Michael Jordan, eut une idée. Pourquoi ne pas transformer ces petites pubs d'une minute 30 en véritables pubs d'une heure 20 pour le cinéma? Bah ouais, on pourrait profiter du nombre conséquent de spectateurs devant ces pubs, ainsi que du nouvel engouement pour les personnages dans le milieu hip-hop des années 90, afin de vendre beaucoup plus de produits dérivés. Ai-je bien entendu? On vient de parler de pognon? Surtout qu'en même temps, on pourrait continuer à diffuser à la télévision de nouvelles pubs, mettant en avant d'autres stars du basket qui pourront ensuite apparaître dans le film, pendant la production du long métrage. Et c'est suite à cette idée purement marketing que la production de Space Jam débuta. Et alors, on va le dire tout de go, le film sorti il y a 20 ans chez nous n'est pas très bien. Mais il y a des choses cool dedans. Car mis à part les producteurs, tout le monde trouvait cette idée débile, même le réalisateur Joe Pytka, qui avait pourtant réalisé les publicités ayant inspiré le film, et qui fut engagé en dernier recours sur Space Jam quelques semaines seulement avant la production du long métrage. Pytka proposa alors de modifier le script et de le baser sur la vie réelle de Jordan, pour que ce soit beaucoup plus simple pour lui à jouer, et pour coller le plus à l'actualité. En effet, en 1993, après le brusque décès de son père tué par des braqueurs, Jordan avait pris sa retraite des terrains de basket pour devenir joueur professionnel de baseball assez mauvais pour les White Sox de Chicago, avant de changer d'avis après 2 années à mal jouer et de revenir soudainement en NBA. Ce qui était donc une histoire parfaite pour un long métrage. Il suffisait juste de savoir où caler Bugs Bunny et les extraterrestres là-dedans. Pytka fit même appel au réalisateur Spike Lee pour peaufiner le script, mais la Warner, qui avait déjà eu maille à partir avec le réalisateur de la production de Malcolm X, refusa tout net. Bon, après il n'est pas exclu que Spike Lee travailla quand même sur le scénar, malgré tout. Surtout que Michael Jordan l'avait aidé à financer Malcolm X quand le studio avait retiré ses billes. Et pour compliquer le tout, et afin de pouvoir surtout surfer sur le retour de Michael Jordan en NBA, le tournage fut planifié en urgence entre juin et novembre 1995 pour ne pas empiéter sur une saison de basket. Et à la demande de David Falk, il fallut également construire un terrain d'entraînement juste à côté du studio, sous un dôme géant, pour que Michael puisse s'entraîner durant le tournage, afin d'être prêt physiquement pour sa reprise du basketball. Jordan obtiendra d'ailleurs le titre de meilleur joueur pour la saison 95-96. Et ainsi, la date du 15 novembre 1996 fut fixée pour la sortie en salle, afin de coïncider avec la reprise des matchs, ce qui faisait donc 18 mois seulement pour terminer le long métrage. Je vous rappelle donc que, à ce moment, ni le script ni le casting n'étaient encore terminés. Et afin de répartir la surcharge de travail, la Warner fit ensuite appel au réalisateur Ivan Reitman de SOS Fantôme, Pytka s'occupant de la partie live tandis qu'Ivan s'occuperait de la partie animée, ayant produit Métal Hurlant en 1981, un film d'animation très cool mais très chelou.
Et sous les conseils de son pote Robert Zemeckis, qui lui déconseillait de faire ce film, il fut choisi de ne surtout pas réitérer les calvaires de tournage de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Car en effet, le film de Zemeckis nécessitait déjà la présence de décors construits sur plusieurs étages afin de cacher toute la machinerie du film, mais également de refaire les scènes plusieurs fois. Une première fois avec des poupées représentant les toons pour que les acteurs mémorisent où regarder, puis une seconde fois sans rien. Si les regards n'étaient pas les mêmes que pour les premières prises, celles avec les poupées, il fallait alors recommencer. Ou tricher ensuite en pliant les genoux de Jessica par exemple, ou en mettant Roger sur la pointe des pieds. C'est pas un roquet d'Hollywood qui me fait peur, mais je veux garder toutes mes chances. Alors couvre mes arrières. Mais comme Michael Jordan n'était pas un acteur et qu'il fallait que son jeu reste naturel, il fallait alors trouver une autre solution permettant à Pitka de filmer comme il veut le jeu lunaire de Jordan, sans être handicapé par des contraintes de tournage. Et c'est ainsi qu'Ed Jones fut appelé à la rescousse, ayant auparavant supervisé les effets optiques de Qui veut la peau de Roger Rabbit et qui avait tout juste fondé Cinésit, une société spécialisée dans les incrustations, venant de mettre au point une méthode de studio virtuel pour le film Piège à grande vitesse, oui, afin de simuler un tournage dans un vrai train. Certes, cette technique de grillager le décor avec des points de repérage pouvant ensuite être interprétés par l'ordinateur pour pouvoir faire bouger le décor virtuel en même temps que la caméra est une technique désormais courante à Hollywood, mais fut mise au point pour la première fois, à grande échelle, dans Space Jam, tout simplement pour pouvoir simplifier le travail de Michael Jordan. Et de même, on y ajouta également la présence de comédiens à genoux, habillés tout en vert, pour que Michael puisse interagir devant des gens, et n'ait pas à jouer tout seul dans le vide, toujours pour simplifier le travail de Jordan. Les acteurs étant ensuite tranquillement effacés de l'écran avec tout le reste, puis remplacés par leurs avatars animés. Pas besoin de machinerie complexe à planquer dans le décor, c'était simple et concis. Tellement simple que cela donna envie à Bill Murray d'intervenir lui aussi durant le match final, alors qu'il n'était censé n'apparaître que pour la scène de golf. D'où le fait que son caméo semble avoir été rajouté au dernier moment. Il fut rajouté au dernier moment. Monsieur Murray, je me posais une question existentielle. Oui. Et ben voilà, comment êtes-vous arrivé ici, dites-vous? Eh bien voilà, c'est à la fois très simple et très compliqué. Le producteur est un copain, il a demandé à son chauffeur de me déposer. Pour le rôle de Stan Podolak, l'attaché de presse de Jordan, il fut proposé au départ à Michael J. Fox, qui refusa, puis à Jason Alexander de Seinfeld, qui refusa également. Joe Pytka proposa ensuite Chevy Chase, avec lequel il avait réalisé des publicités pour Doritos, mais cette fois-ci c'était la Warner qui mit son veto, car c'était un gros con. Et vu que Bill Murray avait voulu lui casser la gueule durant la 3e saison du Saturday Night Live, j'imagine que le tournage ne se serait pas super bien passé. Longue histoire. Donc, comme personne ne voulait apparaître dans un film où Michael Jordan fait équipe avec Bugs Bunny, le rôle échut à Wayne Knight, de Seinfeld également. Norman! Je suis navré que vous ayez des problèmes financiers, Dennis, très sincèrement, mais ce sont vos problèmes. Le tournage en prise de vue réelle se déroula sans accroc, et si l'on nommait les modifications de script au jour le jour, allant parfois jusqu'à 10 réécritures pendant la scène qui d'ailleurs était découpée au maximum pour que Jordan n'ait pas des pages de texte à apprendre. Technique de youtubeur. Néanmoins, ce ne fut pas de tout repos puisqu'il était sans cesse dérangé par le gratin de la Warner, venu faire des photos et des dédicaces avec la star, ce qu'il n'avait strictement pas le droit de refuser. Tu signeras des autographes toute la journée. Le 30 septembre 1995, donc, le tournage était plié. La dernière scène tournée étant le moment où Jordan fait ses débuts sur le terrain de baseball, tandis qu'un vaisseau extraterrestre débarque en plein milieu de partie, et dont, visiblement, tout le monde se branle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les journalistes étant plus intéressés par le score minable de Michael Jordan que par la présence d'un putain de vaisseau extraterrestre. Vous aviez des caméras sur place, les mecs. Vous avez rien enregistré. Rien du tout. Même à la fin du film, quand Michael y débarque dans le même vaisseau, le public semble en mode « Ok, c'est Michael Jordan qui débarque d'un vaisseau ». Alors que la réaction la plus appropriée aurait été... Parce que s'il y a bien un défaut à reprocher au film, c'est que tout le monde s'en bat les steaks de tout. D'un côté, tu les vois partir en réaction excessive dès que 5 joueurs semblent en perdre de leurs moyens, quitte à arrêter indéfiniment tout match de la NBA, mais de l'autre, t'as Michael Jordan qui disparaît aux yeux de tous, et la seule réaction de sa femme, qui n'a pas eu de nouvelles du type depuis minimum 48 heures, c'est... Mais oui, Michael. Ah bah il serait temps que tu t'interroges, oui. Néanmoins, j'avoue que ces scènes situées dans le monde réel constituent le vrai point fort du long métrage, puisqu'elles permettent déjà de montrer plusieurs moments de la vie de la star, de son entraînement quand il était petit, joué par l'un des gamins de Mars Attacks, sous le regard de l'agent Pilkins de Fast and Furious, puis durant le très chouette générique de début, frôlant les 4 minutes quand même, retraçant toute la carrière de Michael, avec ensuite une reprise assez cool de sa conférence où il prenait sa retraite des terrains de basket. Même les scènes avec Ewing, Barclay et les autres joueurs de la NBA restent cool, avec même une vanne sur un des cossifs de l'époque. Sortir
sortirai plus avec Madonna, ok? Surtout quand tu sais qu'à ce moment, Moxie ne se déplaçait qu'en béquille, à la suite d'une opération du genou, et qu'Ewing s'était déplacé 2 disques des cervicales. Bon ok, la pourtant très chouette Teresa Randall du flic de Beverly Hills 3 sert à rien, ok les enfants jouent comme des patates, et ok Wayne Knight ne sait pas ce qu'il fout là, mais elle reste tout de même le point positif du film. Parce que si ce n'avait été qu'un film sur le conflit intérieur de Jordan, ça aurait été cool. Mais ce n'est pas ce que les producteurs voulaient. Non, eux ils voulaient surtout un film où Michael Jordan fait équipe avec Bugs Bunny. Et donc, après la production des passages live, vint la réalisation des moments animés. Alors... Si pour Qui veut la peau de Roger Rabbit il s'écoula presque 3 ans à partir du moment où Robert Zemeckis fut engagé sur le film et la sortie en salle, pour Space Jam, il n'eurent que 18 mois entre l'annonce du projet et la date de sortie du long métrage, ce qui est très peu pour produire un film de cette envergure. Surtout que le département d'animation de la Warner était déjà en train de travailler sur Excalibur et l'épée magique, un film d'animation prévu pour sortir en 1997. Et de ce fait, l'animation de Space Jam fut confiée au départ au département publicité. Mais après seulement 10 jours de travail, le département fut fermé et l'équipe se retrouva à travailler non plus à la Warner, mais dans les locaux d'Ivan Reitman, au studio Universal, sous la supervision de Jerry Reese, réalisateur du Grille-pain courageux, ainsi que Stephen Paul Leiva, qui avait notamment travaillé en 1992 sur le passage animé du très cool Stay Tuned de Peter Hyams, l'histoire d'un couple aspiré au cœur des programmes d'une télévision câblée, et où tu as donc 6 minutes de film durant lesquels nos protagonistes se retrouvent dans un dessin animé, le tout réalisé par Chuck Jones s'il vous plaît. Kids, don't try this at home. Bref, en mars 1996, Bruce W. Smith, réalisateur du pas terrible Bébé Skid, qui avait auparavant travaillé sur Qui veut la peau de Roger Rabbit aussi, et qui animera par la suite avec brio le docteur Facilière de La Princesse et la Grenouille, reçut un coup de téléphone de la part de Jerry Reese pour lui demander de débarquer en urgence sur Space Jam, le film étant en train de se casser la gueule car personne ne savait quoi faire avec les personnages de la Warner. À 8 mois de la date limite, donc rien du côté de l'animation n'avait véritablement avancé. Leiva s'était barré, Jerry Reese n'allait pas tarder, et Bruce W. Smith fut donc bombardé directeur de l'animation, accompagné de Tony Cervone, ancien animateur de quelques épisodes des Tiny Toons ainsi que des Animaniacs, et qui produira des années plus tard la très chouette série du Looney Tunes Show. Une réunion de crise fut planifiée dans le bureau de Max Howard, président du département d'animation de la Warner, et afin de sauver le naufrage, Howard appela son pote Ron Tippett à la rescousse, qui venait tout juste de produire le court-métrage Mickey perd la tête pour Disney et le mit à la production de Space Jam, tandis que la Warner Bros arrêta momentanément la production d'Excalibur pour récupérer des animateurs, en leur confiant un budget illimité. Au final, plus de 400 personnes réparties dans 18 studios finirent par travailler sur le produit afin de fournir les 65 minutes d'animation nécessaires à la réalisation du long métrage, le tout en travaillant 24 heures sur 24 avec des équipes de nuit relayant les équipes de jour, expliquant pourquoi t'as l'impression que Lola Bunny change de design entre les scènes. Enfin, il faut savoir que pour la séquence du match final, il fut décidé au dernier moment de passer la capacité du stade de 8000 places à 25 000 et une technologie dut donc être improvisée en dernier recours afin de pouvoir remplir les sièges des spectateurs, créant ces moments supra chelous où tu retrouves plusieurs fois la même personne. Genre Kitty là, que tu vois aussi ici, et là, ou carrément ce passage où t'as un cochon là, et là, et puis ce type là, que tu retrouves 3 fois dans la même colonne. Et malgré tous ces obstacles, il faut quand même dire que le film possède une sacrée gueule. Surtout que si pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, les personnages étaient animés à l'ancienne avec des cellulos, pour Space Jam, les personnages étaient uniquement tracés au noir sur des feuilles, puis le tout était scanné afin d'ajouter ensuite les couleurs et les lumières numériquement, permettant ainsi de donner beaucoup plus de relief aux persos et rendant le tout homogène sans que cela choque visuellement. En fait, Space Jam reste assez ahurissant d'un aspect technique pour 1995, ne serait-ce que pour les 16 minutes de match de basket, et t'as quelques autres scènes assez chouettes, comme au début, quand il te tente une transition quasi invisible, partant d'une salle en live, puis t'as une vitre en synthèse, la maquette de Chicago, une vraie maquette en live, puis t'as l'espace en synthèse aboutissant avec l'animation 2D. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, Schweighömer se plaint que personne ne vient dans son parc pourri, mais il faudrait déjà qu'il fasse un effort dans sa com. Je veux dire, le parc il est à quoi 2-3 planètes de chez nous, et même pas la Terre est au courant. En vrai, le seul bas qui blesse de tout le long métrage, eh ben, c'est l'idée de base quoi, un match de basket avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Je n'ai rien contre les produits marketing, mais là on parle du concept d'une pub d'1 minute 30 étirée sur 80 minutes, ce qui fait que non seulement l'idée de base est débile, parce que c'est quand même Bugs Bunny et ses potes qui galèrent à repousser une invasion extraterrestre, composée uniquement de 5 pauvres bestioles,
plutôt chétifs, ces martiens. Là où juste lui et Jordan y parvenaient en 1 minute 30. Et je vous parle même pas de la fois où le lapin a gagné à lui tout seul un match de baseball, remplaçant chaque joueur sur le terrain. Ok, ils vont nous expliquer que les Looney Tunes ont peur des bestioles après que Sam le pirate se soit fait cramer la gueule, mais c'est pas comme si c'était déjà fait cramer la gueule au moins 1 bon milliard de fois auparavant. Non, c'est un toon, vous pouvez faire tomber ce que vous voulez sur sa tête, il se sentira même pas. Le plus triste, c'est que dès le départ, il te montre de quoi les Looney Tunes se sont capables, en te remettant des extraits des dessins animés des années 40-50, mais après, t'as plus rien de tout ça. Les pauvres Toons souffrent d'apoplexie pendant tout le reste du film, et semblent enfin se réveiller pendant 2 minutes 30 au début de la seconde mi-temps, parce que Bugs il leur a fait croire qu'il avait bu de la potion magique. Bordel, mec, si t'es capable de faire ça, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? L'intérêt de voir un dessin animé de Bugs Bunny, c'est de le voir se faire martyriser pendant la première minute du dessin animé, puis de savourer sa revanche pendant les 6 minutes restantes. Pas juste 2 minutes sur 80. Of course, you know, this means war. Bugs Bunny n'aurait pas eu besoin de 80 minutes. Bugs Bunny aurait accompagné les Martiens sur leur propre planète et foutu le bordel dans le parc d'attractions. Et pourquoi le match il est joué à domicile d'abord? Le machin s'appelle Space Jam, c'est du basket dans l'espace, pas du basket au centre de la Terre. Tu kidnappes les Looney Tunes et Michael Jordan et tu les fous dans l'espace. C'est le principe de ta propre pub que tu adaptes. Là les mecs, non seulement ils jouent chez eux, où ils sont immortels, mais en plus ils en profitent même pas. Je veux dire, déjà le match, t'as pas de règles, t'as une impunité totale si tu veux péter des gueules, les Toons ils peuvent jouer à 10 sur le terrain, mais même avec ça, ils perdent. La seule règle du truc, c'est Marvin qui dit qu'il faut avoir minimum 5 joueurs dans ton équipe. Précisément, votre altitude. Regardez les Moonstars. Ils sont que 5. Pétez-leur les jambes. C'est ça qu'on veut voir dans un dessin animé de la Warner, c'est des Toons qui pètent des jambes, Bugs qui a une longueur d'avance sur le scénar, Coyote qui se fait avoir par son propre entêtement, Daffy maltraité par égocentrisme, et Sylvestre qui croit que Titi est naïf alors que c'est un sombre connard. J'ai pas envie de voir Porky qui pisse dans son froc, littéralement. J'ai fait pipi culotte. T'as pas de culotte, mec. Et c'est là où tu piges que la Warner voyait surtout les Looney Tunes comme de cool dessins sur des t-shirts, sans chercher à comprendre pourquoi les gens aimaient ces personnages, étant beaucoup plus intéressés par, je cite, réussir à remplir au maximum les étalages des grands magasins. D'où la création de Lola Bunny d'ailleurs, j'en ai pas parlé parce que je la gardais pour la fin, qui débarque dans le film ex nihilo en plein milieu, accompagné du sexy saxo pour son entrée. Donnez-moi une chance d'entrer dans l'équipe. La scène ne dure que 2 minutes, mais déjà nous comprenons qu'elle n'existe que par rapport à Bugs Bunny. Je veux dire, c'est une lapine, il la voit, il la veut, dessinée avec des seins apparents, alors que pour ses premiers designs, celle-ci n'avait pas de forme, et montrée tout de même comme une femme forte, enfin une lapine forte, en refusant d'être appelée poupée, et en étant le personnage le plus fort sur le terrain, juste après Michael Jordan. Mais qui se fera quand même sauver par Bugs Bunny à la fin pour que tout rentre dans l'ordre. Et puis, après avoir flirté très rapidement avec Bugs, elle repart en roulant du cul, de nouveau sous le sexy saxo. Et merci pour cette partie. Alors sa présence dans le film n'est pas due au hasard ou à une bonté de cœur. Déjà, elle reste dans la longue tradition des personnages de femmes fortes de la fin des années 80, début 90, mais fut surtout commandée par la Warner afin d'avoir un perso à mettre sur leur gamme de vêtements féminins. Welcome to the 90s. Et si sa personnalité reste ici inexistante, il faudra attendre le Looney Tunes Show, de nouveau produit par Tony Cervone, pour qu'elle devienne un peu plus développée, doublée par Kristen Wiig en mode complètement psychotique. Et pour les fans de la VF, sachez que la sortie de Space Jam en France s'accompagna d'un profond changement dans les voix des personnages. Et là, ils veulent refaire toutes les voix de la Warner. Oui. La Warner veut refaire toutes les voix qui ont été faites déjà. Qui ont été faites depuis 35 ans, ou depuis 20 ans, ou depuis 10 ans. Enfin. En effet, alors que cela faisait plus de 40 ans que Guy Pierrot faisait la voix de Bugs Bunny, Et quoi de neuf, docteur? On saute sans parachute? celui-ci fut remplacé par Gérard Surrugue. Oh, je m'occupe de vous dans une seconde quand je me serai débarrassé du Boy Scout. C'est triste, hein, ça. C'est assez triste, oui. Quand ce sera plus moi, je pourrais dire à mes petits-enfants qui me diront « Ah, Bugs Bunny », je dirais « Non, c'est pas moi, Bugs Bunny, c'est un autre ». Bon, par contre, Daffy garda celle de Patrick Guillemin, vu que ce dernier avait déjà repris le personnage début 90. Bon sang, quand je pense que je suis au sommet de mon art et que je serre la fin En remplaçant Pierre Trabeau. Est-ce que quelqu'un comprend cette tennis, canard? Ce qui faisait que des fois t'avais des cartoons avec Trabeau et des fois avec Guillemin dans sa cartoon. C'était très étrange. Et je vais pas me la jouer vieux con, et bien que j'adorais celle de Guy Pierrot pour Bugs Bunny, je trouve que la nouvelle voix de Surrugue colle parfaitement au lapin. Et le seul souci, c'est que la Warner décida également de redoubler tous les vieux cartoons, faisant ainsi disparaître 40 ans de voix française, et c'est bien dommage. Est-ce que vous, ça vous rend triste d'apprendre ça? Oui, personnellement, oui.
C'est pas pour non, vraiment. Et pour Space Jam, donc, d'un côté, on ne peut qu'applaudir la technique, surtout vu le timing serré et les conditions déplorables de la production, et en devenant en plus, malgré tout, une pierre angulaire dans le tournage en studio virtuel. On peut ajouter aussi que Michael Jordan se débrouille pas si mal pour un type dont c'était le premier film, surtout quand tu vois comment se sont gaufrés tous les autres grands joueurs de basket au cinéma, et le film semble aussi représenter à lui tout seul tout un pan des années 90, en montrant un moment de la vie de la plus grande star sportive du moment, associé au grand boom de l'animation américaine de la décennie. Mais d'un autre côté, le film reste quand même une pub géante d'1h20, bourrée de placements marketing entre les Air Jordan 11 qui sortaient en même temps que le film, et les Looney Tunes exploités afin de remplir les poches de la Warner. Ce qui est super ironique quand tu y penses, parce que le scénario du film nous montre les Looney Tunes essayant justement d'échapper à une exploitation abusive. Tiens, en parlant de jouets, tu sais toutes ces tasses, ces t-shirts et ces paniers repas avec nos portraits dessus? Oui, ça t'a déjà rapporté quelque chose à toi, tous ces trucs? Pas un sou. Eh ben, à moi non plus. Non, c'est honteux. Il faut qu'on change d'impresario. On se fait plumer. Mais bref, évidemment, à sa sortie, le film fut un succès. Pas énorme pour son exploitation en salle, remarquez, puisque pour un budget estimé de 90 millions de dollars en comptant le marketing, il ne rapporta que 90,4 millions sur le sol américain, et 230 à l'international, mais engrangea surtout plus de 1,2 milliard en produits dérivés, selon le Chicago Tribune, et on parlerait même de 4 à 6 milliards de bénéfices pour toutes les marques qui gravitaient autour. Il y a eu des figurines, une gamme de vêtements, des flippers, un jeu vidéo à chier sur Saturn et, reproduisant ce qu'ils avaient déjà fait auparavant avec Batman Forever, un album rempli de chansons composées pour le film, comme le thème des Moonstars par LL Cool J, Coolio et Busta Rhymes, I Believe I Can Fly de R. Kelly, le générique du film par Quad City DJ et la reprise par Seal, tiens encore lui, de album qui devint 6 fois disque de platine, dois-je le préciser, rassurant la Warner sur la voie engagée depuis Batman Forever à produire uniquement des produits marketing, et qui atteindra néanmoins très vite ses limites avec Les Mystères de l'Ouest en 1999 comme dernier clou sur le cercueil. Et bref, forcément, vu le succès du film, une suite fut rapidement mise en chantier, et dès 1997, une équipe d'animateurs fut mise sur le projet, menée à nouveau par Tony Servone et accompagnée cette fois-ci par Spike Brandt, réalisateur de quelques épisodes des Animaniacs, et puis qui fera aussi par la suite avec Tony l'assez cool série Duck Dodgers, et sans le moindre scénario, on demanda à l'équipe de commencer à bosser sur le design du nouveau méchant, nommé Berserk O, dont la voix serait assurée par Mel Brooks. Et si Joe Pytka avait donné son accord pour réaliser Space Jam 2, personne n'avait encore demandé son avis à Michael Jordan pour jouer dans la suite, et celui-ci refusa, préférant les conditions de tournage moins restrictives de publicité, plutôt que de replonger dans les contraintes d'un long métrage. De ce fait, l'équipe d'animation fut congédiée sur le champ après seulement quelques semaines, tandis que Michael continua à faire des pubs avec les Looney Tunes pour la compagnie téléphonique MCI, jusqu'à son dépôt de bilan en 2002. De la compagnie, pas de Jordan. Néanmoins, la Warner ne comptait pas lâcher de sitôt sa poule aux œufs d'or, et se tourna alors vers Tiger Woods, qui avait lui aussi tourné quelques publicités avec Joe Pytka. Mais le projet ne se fit pas non plus. Et en 2001, après la sortie du film Espion amateur sur grand écran, Jackie Chan, oui, le Jackie Chan, déclara être en pourparlers pour jouer dans Space Jam, où il ferait équipe avec Bugs Bunny. Mais là encore, le projet échoua, et une partie du script fut recyclée pour Timothy Dalton, dont les Looney Tunes passent à l'action. D'ailleurs, toujours en 2001, selon Entertainment Weekly, la Warner cherchait également à produire un Race Jam, situé cette fois-ci dans les courses de NASCAR, avec le pilote Jeff Gordon en premier rôle. Mais encore une fois, le film fut annulé, et Jeff Gordon eut droit à un caméo dans le film de Joe Dante, en compensation. Et si la Warner planche depuis quelques années sur une suite avec James LeBron à la place de Michael Jordan, j'ai peu espoir à le voir un jour sur grand écran. Surtout que, il ne faut pas se le cacher, la seule raison pour laquelle Space Jam eut du succès, c'est qu'il a pu sortir pile au bon moment. La preuve étant qu'en 2003, quand les Looney Tunes se passent à l'action sortir au cinéma, le public n'en avait rien à battre d'un film avec les Looney Tunes. Et même la Warner préféra faire sa promo à raison sur Le Retour du Roi et Matrix Révolution, sortis quasiment en même temps. Et si le film de Joe Dante possède tout de même cette qualité de respecter énormément les personnages, il possède néanmoins un nombre incalculable de défauts, s'expliquant surtout par les 25 scénaristes qui travaillèrent sur le projet, et l'ajout au dernier moment des personnages de Brendan Fraser et de Jenna Elfman, le script ayant ensuite été révisé 19 fois après le tournage, donnant le sentiment d'une production catastrophique pendant laquelle surnagent quelques scènes cool. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur Space Jam, et bon, c'est dommage pour les Looney Tunes passent à l'action, je veux dire, vous imaginez si la Warner avait pu donner les pleins pouvoirs à Joe Dante
monter pour réaliser un film qui rendait hommage aux cartoons du studio, tout en pouvant cracher sur le marketing et sur les grandes corporations. Enfin, ça aurait été génial. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit, libre de droit. Générique libre de droit.